Eh bien, mesdames et messieurs, vous nous retrouvez sans Alexia, qu'on adore, mais qui a eu une petite panne de réveil ce matin, une panne d'oreiller, comme on dit. On fait le journal sans elle, on l'adore, mais c'est vrai que vous nous avez posé beaucoup de questions. Je tiens à redire que deux choses. C'est d'abord que lorsque nous présentons le journal, bien, il faut quelqu'un qui fasse un peu l'animation ou le tour de parole. Et lorsque c'est aussi un des intervenants qui le fait, c'est un peu plus compliqué. C'est l'intérêt d'avoir une espèce de go-between qui fait la circulation du micro, si j'ose dire, sur le plateau. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est compliqué de nos jours de recruter, Édouard. Il y a le monde tel qu'on le voit quand on est salarié, et puis il y a le monde tel qu'on le voit quand on est employeur. Et je sais que plein de salariés... Il n'y a pas forcément d'horaire, il n'y a pas forcément d'enjeu, il n'y a pas forcément d'engagement vis-à-vis des lecteurs ou des auditeurs, effectivement. Donc tout ça fait que, en bout de course, eh bien, nous avons, je vais poser le micro là, nous n'avons pas Alexia aujourd'hui et nous le redisons, le recrutement, je sais que beaucoup de Français imaginent qu'ils appartiennent à un peuple fait uniquement de gens courageux, engagés, qui ont envie de travailler et que s'il y a des problèmes, c'est parce que les salaires sont trop bas. Une fois de plus, voilà, je constate que nous proposions un SMIC pour 4 séances par mois et que, ce qui me paraît relativement bien payé, on aurait adoré avoir ça quand on était petit. Et puis, voilà, le monde a changé, il n'est plus comme avant, mais croyez-moi, la théorie selon laquelle s'il y a du chômage persistant, c'est parce que les salaires sont trop bas, nous avons un petit doute sur le sujet. Voilà. Dans cette affaire, nous allons donc reprendre le cours normal de nos journaux en évoquant 4 sujets cette semaine. On va prendre le temps de le faire. Premier sujet, évidemment, nous allons évoquer la question des grèves de paysans en Allemagne. Les Allemands préparent-ils une révolution? Ce sera l'occasion pour Édouard de nous parler de son séjour en Allemagne ce week-end. Vous savez qu'Édouard est un parfait germanophone. Nous parlerons aussi de la situation à Gaza, au sud Liban et au sud Yémen, puisque l'évolution de la situation pousse à une forme d'internationalisation du conflit. Nous allons refaire le point sur le sujet. Nous signalons l'ouverture des travaux du Forum de Davos, le sommet annuel du Forum économique mondial, à Davos en Suisse aujourd'hui. J'en dirai quelques mots et nous terminerons bien entendu par l'actualité qui n'intéresse personne mais dont tout le monde parle, la nomination d'un gouvernement en France dirigé par le jeune prodige Gabriel Attal. Ceux qui nous ont suivis savent que nous en avons d'ores et déjà parlé ce matin dans les colonnes du Courrier des stratèges. Mais tout de suite parlons des affaires mondiales, des affaires sérieuses qu'on essaye parfois de nous dissimuler en expliquant que tout ça est très loin de chez nous et donc ne nous concerne pas vraiment. Que se passe-t-il, Édouard, en Allemagne? Est-ce que les agriculteurs allemands sont en train de préparer une révolution? Alors, il faut effectivement parler de l'Allemagne, d'abord parce que les médias français en parlent peu. Nos dirigeants, nos experts, nos influenceurs ont vécu pendant très longtemps sur l'idée que l'Allemagne était infaillible et qu'il fallait la suivre. Et alors là, tout le monde est un peu gêné parce que le gouvernement Scholz est au plus bas dans les sondages et parce que d'autre part, il y a des blocages de routes, d'autoroutes, des tracteurs qui sont au cœur de Berlin et de beaucoup d'autres villes allemandes. Il y a aussi les chauffeurs routiers qui se sont joints aux paysans pour faire des blocages. Alors, certains observateurs en France passent à l'extrême inverse. Ils nous expliquent que l'Allemagne va faire sa révolution. Je crois qu'il faut raison garder. Effectivement, j'étais en Allemagne cette fin de semaine. J'ai eu l'occasion d'échanger, de parler. Tu étais, si je peux me permettre, dans le Pfalz. En Rhénanie du Nord, en Rhénanie, à Aix-la-Chapelle. Oui, c'est le Pfalz. Historiquement, oui, mais bon, on va pas s'engager dans cette discussion-là. Est-ce que c'est vraiment en Allemagne?
C'est une ville qui aurait pu devenir française si la Révolution française n'avait pas eu plus gros yeux que grand ventre et voulu tout prendre d'un coup. Nos rois étaient plus prudents, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est la ville de Charlemagne, c'est une ville allemande en Rhénanie, et c'est une ville pas loin d'un certain nombre de points de manifestations agricoles. Alors moi j'ai cherché, je me suis dit je vais prendre ma voiture, je vais aller les rencontrer. Sauf que on est en Allemagne et les grévistes avaient week-end. Je rappelle cette formule de Lénine qui avait des sarcasmes pour la social-démocratie allemande et qui disait quand les Allemands vont manifester, ils achètent leurs billets pour prendre le train. Là, c'est un peu la même chose. Quand les Allemands vont manifester, ils ont week-end. Mais au-delà de ça, il se passe vraiment quelque chose. C'est-à-dire que le gouvernement est tombé à 30% d'intentions favorables dans les sondages. Il faut se rappeler qu'il y a trois partis qui, ensemble, ont fait plus de 50% lors des élections de l'automne 2021. Donc on voit la chute de 20 points. Il y a un chancelier qui est le plus impopulaire de l'histoire. Et les Verts et les libéraux, qui sont les alliés du Parti social-démocrate, le parti du chancelier, sont eux-mêmes mal en point. Les libéraux passeraient, s'il y avait des élections dimanche prochain, les libéraux passeraient en dessous des 5%. Que s'est-il passé? Il faut rappeler exactement la séquence. À l'automne, au mois de novembre, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a trouvé que 60 milliards du budget avaient été attribués indûment. C'était de l'argent du Covid qui avait été affecté à la transition énergétique sans que la question ait vraiment été posée ouvertement au Parlement. Avons-nous le droit de transférer cet argent pour soutenir tous ceux qui ont souffert des confinements et des mesures anti-Covid pour le faire passer à la transition énergétique. Et l'opposition a déposé un recours et le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dit ça va pas. Ce qui veut dire que ces 60 milliards, le gouvernement n'a plus le droit de les utiliser. Et n'ayant plus le droit de les utiliser, il a fallu qu'il cherche de l'argent ailleurs. Et qu'a-t-il fait? Il a supprimé des subventions qui allaient aux paysans pour les soutenir dans la conjoncture actuelle, une conjoncture de concurrence exacerbée sur les marchés alimentaires mondiaux. Et je fais comme ces journées. Et donc, les paysans vont manifester, et ils le font. Ils le font avec une réelle puissance d'organisation. Simplement, je suis désolé de décevoir tous ceux qui, faute de savoir organiser la révolution en France, rêveraient que l'Allemagne, là aussi, soit celle qui nous montre le chemin, fit mieux. Non, le président de l'association, de la Confédération des paysans allemands, c'est un ancien militant de la CDU, un ancien élu local de la CDU, et par ailleurs, il siège au conseil d'administration et de surveillance d'un certain nombre d'entreprises. Il y siège au même titre que des personnalités politiques, que des hommes d'affaires, des représentants du patronat allemand. Donc, en fait, ce que nous dit la crise actuelle, c'est que la secousse est très sévère pour le gouvernement Scholz. Le gouvernement Scholz qui a pris une série de mauvaises décisions, en particulier celle de rompre avec la Russie, donc de renoncer au gaz bon marché. Et ça, l'industrie allemande, les particuliers allemands le sentent passer, les paysans le sentent passer. Pour autant, est-ce qu'il va y avoir la révolution en Allemagne? C'est peu probable. Il y a en tout cas quelque chose de certain, c'est que la coalition actuelle au pouvoir est mal en point et que le système allemand essaye de pousser la CDU, et je ne serais pas étonné qu'il y ait potentiellement des élections anticipées qui permettent à la CDU de faire un bon score. Elle est à 30% dans les sondages, elle peut peut-être monter un peu, et à ce moment-là, on aurait un changement de gouvernement en Allemagne, mais si on amène les chrétiens démocrates au pouvoir, sans faire de mauvais esprit, ça ne sera pas la révolution. Bon, parce que moi, ça me rappelle quand même la situation qu'on a connue il y a 1 an et demi en Hollande, puisqu'il y avait eu une révolte des paysans contre le plan gouvernemental luttant contre l'azote dans l'agriculture, et les paysans hollandais se sont révoltés. Beaucoup en France disaient « Ah, c'est la révolution ». Je me souviens d'être allé en Hollande en disant « Quand même, c'est un climat très serein,
pour un pays qui est en situation révolutionnaire. Dans la foulée, aux élections législatives qui ont eu lieu un an plus tard, le parti paysan qui s'est créé à cette occasion a bien remporté les élections au niveau local, mais au niveau national, c'est une sorte de mélange entre le Rassemblement national et le Reconquête qui a gagné les élections. Est-ce que nous vivons en Allemagne le même fantasme alimenté par un certain nombre de Français qui se disent « ce serait tellement mieux que les étrangers fassent la révolution à notre place » et qui, in fine, s'inventent un monde pour perdre du temps et pour ne pas agir politiquement en France? Je crois qu'il faut là parler fermement aussi un certain nombre d'influenceurs français en leur disant « vous n'avez pas été capable de structurer une opposition politique à partir du mouvement des Gilets jaunes, vous n'êtes pas capable d'organiser un certain nombre de catégories sociales en France qui souhaiteraient de vrais changements. Après tout, Macron a été réélu et il a été réélu par défaut. Donc n'essayez pas de vous réfugier derrière un mouvement qui, ailleurs, et en particulier parce que c'est un mouvement allemand, oh là là, vous vous rendez compte, les Allemands qui aiment l'ordre, tout d'un coup, ils voudraient faire la révolution. Non, je crois qu'il faudrait nous préparer à la chose suivante. Il va y avoir, au plus tard, à l'échéance, c'est-à-dire à l'automne 2025, mais peut-être avant, il va y avoir un changement de majorité en Allemagne. Les chrétiens démocrates vont revenir au centre du jeu politique. Est-ce que c'est un avantage pour la France ou pas? Je n'en sais rien. Ça, il faut en discuter. Mais pour le reste, il faut bien voir aussi que l'Allemagne est en même temps très coincée politiquement. Pourquoi? Parce que les chrétiens démocrates, comme l'actuelle coalition gouvernementale, ils ont une espèce de mantra, c'est jamais gouverner avec l'extrême droite, jamais gouverner avec l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça rend difficile le jeu, en particulier pour les chrétiens démocrates. Aujourd'hui, l'AfD est à 23% dans les sondages et les chrétiens démocrates sont à 30%. C'est-à-dire qu'ensemble, ils auraient la majorité, une majorité de droite, en fait, qui correspondrait à la vieille politique d'Helmut Kohl, si on regarde bien, qui était une politique à la fois prudente, pas hostile à la Russie, tournée vers l'Occident et misant sur l'industrialisation de l'Allemagne. Bon. Mais ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jeu de dupes, effectivement. La CDU va revenir au pouvoir, mais avec qui? Les Verts, c'est sans doute pas possible. Alors, avec les sociodémocrates, mais donc, du coup, sans Scholz. Voilà. Regardons la chose en face. Nous avons une crise profonde de notre voisin allemand, qui est une crise politique, mais qui est aussi une crise économique à cause de l'inflation, de l'augmentation des prix de l'énergie, qui est aussi une crise sociale parce qu'il y a une vraie progression de la pauvreté en Allemagne, et il y a enfin le ressurgissement des vieux clivages entre l'Ouest et l'Est. Bon, moi je me mets à la place du gouvernement français, c'est l'occasion d'en profiter en se disant on pourrait faire sans les Allemands. Dans l'Union européenne, on a des tas d'autres alliés possibles. Bon. Mais visiblement, c'est pas ce que le gouvernement français a l'intention de faire. En tout cas, regardez l'Allemagne, elle va mal, elle veut changer de gouvernement, pour autant, elle ne va pas faire la révolution. Bon, on aura bien parlé de l'Allemagne, il ne reste plus beaucoup de temps. Fais-nous le point de ce qui se passe en Israël, en Palestine, au sud Liban et maintenant au sud Yémen, puisque la mer Rouge est devenue un enjeu de relations internationales plus que jamais. Effectivement, jeudi dernier, les États-Unis ont lancé une série de frappes sur ce qu'on appelle le Yémen du Sud, qui est surtout la partie ouest en fait du pays, avec le mouvement pro-iranien qui s'appelle Ansar Allah, qu'on appelle aussi les Houthis, puisque c'est un système tribal groupé autour effectivement des Houthis. Il y a eu des frappes à la fois spectaculaires et en même temps on dit que d'une certaine manière les personnes concernées auraient été prévenues à l'avance de ce qui allait être frappé et avaient eu le temps donc d'évacuer un certain nombre de réserves d'armement, d'arsenaux. Est-ce qu'il y a plutôt de la gesticulation de la part des États-Unis? Il faut remarquer qu'au même moment commençaient les audiences à La Haye suite au procès intenté par l'Afrique du Sud, enfin la requête, la plainte déposée par l'Afrique du Sud reprochant à Israël de ne pas respecter la Convention internationale de 1948 sur les génocides. Peut-être que ça
joue un rôle. Par ailleurs, les États-Unis sont extrêmement embêtés parce qu'ils voient bien qu'ils doivent affirmer leur soutien à Israël. En même temps, que faire? Israël à Gaza a du mal à avancer, à part bombarder, tuer plus de gens. Pour le reste, les troupes se sont retirées du nord de Gaza. Faut-il partir dans une guerre contre le Liban? C'est la tentation du gouvernement israélien, effectivement, mais il ne s'est rien passé dans la semaine dernière, à part des bombardements durs, bien sûr. Il y a eu la continuation des escarmouches entre Hezbollah et armée israélienne, avec des colonies israéliennes menacées au nord, en Galilée. On voit que la guerre s'est installée de manière durable, et en même temps, ça n'est pas une guerre de haute intensité, ce qui n'enlève rien aux souffrances de la population gazaoui et aux souffrances des Cisjordaniens, des Palestiniens de Cisjordanie, puisque on n'en parle pas dans les médias subventionnés français, mais toutes les nuits, l'armée israélienne fait des descentes sur différentes localités de Cisjordanie. Voilà la situation, voilà où on en est. Alors bien sûr, ça peut toujours très mal tourner à un moment, mais pour l'instant, on a plutôt l'impression que les États-Unis se demandent comment avoir l'air de soutenir Israël sans s'engager dans une guerre totale. J'en profite pour dire qu'on recevra demain Youssef Indy dans le Courrier des Stratèges pour nous parler de la stratégie américaine au Proche-Orient. Est-ce que sur le fond il y a un enlisement militaire israélien dans les opérations terrestres à Gaza? Oui, il y a eu un enlisement, il y a des pertes qui sont cachées, mais certains vont jusqu'à affirmer qu'il y a eu 12 000 blessés du côté israélien lors des affrontements avec le Hamas et les autres mouvements combattants palestiniens. 12 000 blessés selon un ratio assez classique. On dit qu'il y a un tué pour 3 blessés graves. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y aurait jusqu'à 4 000 décès dans l'armée israélienne? En tout cas, on a des tas de témoignages que l'armée israélienne a du mal à censurer sur des traumatismes psychologiques, sur les nécessités d'accompagnement des soldats israéliens qui n'étaient souvent des conscrits, qui n'étaient pas prêts à la guerre urbaine. Et puis, la seule chose que concède Tsahal, c'est de communiquer régulièrement sur la mort d'officiers. Et d'ailleurs, c'est assez terrible, hein. On voit souvent des gens jeunes qui ont entre 25 et 30 ans et dont on nous dit qu'ils sont morts au combat à Gaza. Mais si vous parlez des officiers, ils ont forcément des troupes. Donc oui, la guerre s'enlise, et c'est sans doute la raison pour laquelle Israël hésite vraiment avant de se lancer dans une autre guerre contre le Hezbollah. Très rapidement, puisqu'on est dans les enlisements militaires, quelques mots très très rapides sur l'Ukraine. Est-ce que l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer? Alors l'armée ukrainienne est sous énorme tension. On le voit dans le fait que les recrues qui sont engagés sont de plus en plus âgés. La moyenne d'âge aujourd'hui est de 42 ans ou plus. C'est une armée de boomers. C'est une armée de boomers. C'est terrible. Il y a même aujourd'hui des unités qui refusent d'avancer au front parce qu'elles ont le sentiment qu'elles vont à la boucherie. C'est effectivement une situation où les Russes en même temps ne se pressent pas, parce que je rappelle une chose, hein, c'est que ils ont fait diminuer leurs pertes depuis le printemps 2023. On voit une diminution régulière des pertes russes, sans doute avec une meilleure gestion des troupes, une artillerie encore plus affûtée. Donc ils n'ont pas de raison de se précipiter, surtout qu'il y a une élection présidentielle au mois de mars. En Russie, et que Poutine n'a pas envie de se trouver avec une polémique sur le nombre de morts. Poutine est candidat. Il est candidat à sa propre succession. Alors, à partir de là, l'Occident va se trouver devant une situation compliquée. Parce que le gouvernement américain dit que le soutien financier et en munitions à l'Ukraine, c'est fini. Mais alors du coup, est-ce que c'est la Grande-Bretagne qui prend la suite? Est-ce que c'est l'Union européenne? Dans l'état-major allemand, il y a des tas de spéculations sur une guerre avec la Russie lorsque celle-ci aura conquis la plus grande partie de l'Ukraine. On a entendu parler d'hommes de troupes britanniques qui seraient au sol.
ce qui serait une véritable 20 000 déclaration de hommes, guerre dit-on. à la Russie. Donc tout ça montre le malaise du côté européen et le déni de réalité qui continue, puisque objectivement, non seulement la contre-offensive a été un échec, mais bientôt les Russes seront auront les moyens d'avancer plus vers l'ouest, sans doute de s'emparer d'Odessa, de Nikolaïev, peut-être de Kharkov. Alors, un sujet très important qu'on ne doit surtout pas éluder, c'est l'ouverture des travaux du Forum économique mondial à Davos, sous l'autorité de Klaus Schwab. Les travaux, le sommet de Davos, le sommet mondial annuel de Davos, commence aujourd'hui et il faut que vous le suiviez de près. Alors, il y a quelques informations qui doivent être soulignées à cette occasion. La semaine dernière, je vous ai signalé que, selon le Forum économique mondial de Davos, la menace principale qui pèse sur le monde aujourd'hui est pour une durée de 2 ans, selon Davos, c'est-à-dire pendant les opérations militaires. C'est la désinformation, et donc on sait que le Forum économique de Davos, aujourd'hui, est l'une des forces, l'un des lobbies qui militent en faveur des lois ou des règlements qui restreignent la liberté d'expression. Vous savez que l'Union européenne, avec son Digital Services Act, son règlement sur l'économie numérique, l'Union européenne donc a pris les devants en se dotant d'outils pour limiter la liberté d'expression. Dans ce cadre, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les pratiques de X, le réseau social d'Elon Musk, anciennement appelé Twitter. Donc, cette enquête pourrait déboucher sur une lourde pénalité infligée à X pour ne pas obéir aux injonctions de retrait de contenu, injonctions données par la Commission européenne et puis par les gouvernements occidentaux. Vous savez que la BBC a très bien documenté ce point sur le Covid. Depuis 2020, s'est mise en place une espèce de système industriel qui permet aux services secrets, au sens large, aux services de contre-influence des pays occidentaux, de demander le retrait de contenu, de certains contenus jugés dissidents sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que, par exemple, la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges, l'ancienne chaîne, a été supprimée purement et simplement par YouTube parce que nous parlions trop de vaccins et nous exprimions trop notre scepticisme vis-à-vis des politiques publiques. Ça nous a valu un retrait. Là, je viens de recevoir un message. C'est étonnant que nos messages sur LinkedIn ne soient pas censurés, alors que manifestement la méthode aujourd'hui utilisée est de censurer de nombreux messages sur LinkedIn. La personne qui m'envoie ce message n'étant pas totalement éloignée des services, je m'attends à ce que nous subissions de nouvelles censures. J'en profite pour vous dire, si vous voulez continuer à suivre notre actualité sans censure, rejoignez le fil Telegram, restez libre. Je vous mets sous cette vidéo l'adresse de ce fil Telegram. Ça prend 15 secondes à télécharger et l'utilisation en est très simple. Lorsque vous avez téléchargé Telegram, vous tapez la petite adresse qui apparaît en bas de l'écran sur la loupe, sur le masque qui s'ouvre avec la loupe Telegram. Ça prend 10 secondes et vous pourrez nous suivre gratuitement en temps réel sur Telegram. Ne manquez pas de le faire, vous êtes déjà près de 30 000 à nous suivre. Quelques mots, Édouard, sur le poids réel aujourd'hui du World Economic Forum de Davos, sachant qu'Emmanuel Macron va s'y rendre demain, je crois, en compagnie de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand. Nous avons donc aujourd'hui la liste des traîtres mondialistes qui préfèrent Schwab à la France. L'axe de la collaboration. L'axe de la collaboration, c'est l'axe montoire. Alors, non, je trouve, Eric, que tu as quand même oublié les 3 mots essentiels. Ah. Et d'ailleurs, il faut qu'on mette ça en hashtag systématiquement. Restaurer la confiance. Ah ben voilà. C'est ça le hashtag de Davos cette année. Restaurer la confiance. Alors, Davos, effectivement, nous explique avec beaucoup de termes contournés que c'est très embêtant parce que la confiance a été rompue, parce qu'il y a une montée des conflits, parce que géopolitiquement, le monde a régressé. En fait, on voit bien qu'ils sont inquiets. C'est quand même un forum où, depuis 2022, de facto, la Russie n'est plus invitée.
C'est un forum qui se déroule sans tenir compte, en tout cas en apparence, de l'existence maintenant de BRICS élargi à 10. Alors, évidemment, ce qui permet à Davos de continuer à tenir, c'est la présence de la Chine. Et la Chine qui, pour l'instant, continue à jouer le jeu. Jusqu'à quand ? De quelle manière est-ce que la Chine peut continuer à prendre au sérieux un forum où hier un certain nombre de personnes se sont réunies très doctement pour réfléchir sur le plan de paix de Vladimir Zelensky? C'est vraiment un sujet. Je crois qu'il faut bien se rappeler que il y a un certain nombre de clubs comme ça. Alors moi, ce qui peut me différencier de certains analystes, c'est que je pense qu'on en fait un peu trop sur Davos, c'est que on sous-estime l'abondance de ces cénacles, de ces clubs. C'est dans la culture anglo-saxonne d'ailleurs, de ces clubs où se retrouvent des puissants, des oligarques, des gens qui font avancer l'agenda. Je vais donner un seul exemple. Le C40. Le C40, c'est le club des plus grandes villes du monde. Alors, elles étaient 40 au départ, elles sont une centaine aujourd'hui. C'est un club qui est dirigé par Michael Bloomberg, avec un certain nombre, l'ancien maire de New York, avec un certain nombre d'anciens maires ou de maires actuels. Bon, on ne comprend pas, contre toute évidence, contre tout bon sens, le pouvoir conservé d'Anne Hidalgo si on ne voit pas qu'elle a été présidente de ce club du C40. Moi, je serais très intéressé de savoir dans quelle mesure le C40 ne va pas discrètement préparer l'arrivée un jour de Rachida Dati à la mairie de Paris, surtout que maintenant elle est au gouvernement. Enfin, je donne cet exemple parce qu'on parle souvent de Davos, de Bilderberg, mais il y a beaucoup d'autres clubs. La nébuleuse. Voilà, il y a une nébuleuse. Et c'est cette nébuleuse qu'il faut suivre parce que elle ne se réunit pas seulement une fois par an au mois de janvier en Suisse, elle se réunit toute l'année dans beaucoup d'endroits du monde. Bon, Édouard est en verve aujourd'hui. On termine, puisqu'il nous reste très peu de temps, on termine par le remaniement ministériel, l'arrivée de Gabriel Attal au pouvoir. On vous a abondamment informé la semaine dernière, hors des sentiers battus. Vous avez pu voir une série d'interviews, notamment de Jean-Frédéric Poisson, de Jean Lassalle, de Jean Gouachman, sur l'arrivée de Gabriel Attal, ce que ça signifie. Je voulais vous signaler qu'encore aujourd'hui, nous avons produit quelques textes, notamment sur l'affaire Amélie Oudéa-Castéra, ne la manquez pas. N'oubliez jamais qu'Amélie Oudéa-Castéra est notamment la nièce d'Alain Duhamel, le journaliste politique qu'on voit sur BFM maintenant, je crois. Les diamants sont éternels. Les diamants sont éternels. Et nous vous parlons des comportements personnels de Gabriel Attal, qui est présenté dans une campagne avec des éléments de langage très impressionnant, dans une campagne de la presse subventionnée comme un prodige. Simplement, il se trouve que de nombreux témoignages indiquent que l'occupation essentielle de Gabriel Attal, c'est de gérer ses comptes sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram et sa notoriété sur les réseaux sociaux, et que personne n'a jamais entendu Gabriel Attal avoir un raisonnement politique, en tout cas dans un cercle susceptible de l'écouter. Ça pose une vraie question sur la dérive du macronisme et notamment sa vacuité profonde, c'est-à-dire que le macronisme se réduit de plus en plus à des figures de communication, des beaux produits bien travaillés, mais qui au fond n'ont pas véritablement de vision d'avenir et ont un calcul extrêmement court-termiste sur leur carrière, qui paraît un peu en décalage avec le besoin de vision que la France a aujourd'hui pour assurer son avenir et sa prospérité collective à long terme. Donc, comptez sur le courrier dans les semaines à venir pour alimenter cette chronique du vide politique qui s'est installé à Matignon et de l'inquiétude que nous pouvons avoir sur nos perspectives économiques. Ne manquez pas d'ailleurs nos chroniques. Je ferai demain une vidéo et un article patrimoine sur votre retraite est-elle assurée dans la durée par le système par répartition. Quelques mots sur le vide de Attal, il nous reste 30 secondes, Édouard. D'abord, on se rappelle le bon mot de Churchill contre un de ses adversaires politiques. Un taxi vide s'arrête devant le siège du Premier ministre. Gabriel Attal en descend.
Je paraphrase la blague de Churchill. Plus sérieusement, revenons dans le monde réel. Hier, il a fait sa première grosse gaffe diplomatique, puisqu'il a raconté que la France avait fourni des armes à l'Ukraine après 2014, c'est-à-dire qu'il a avoué que la France n'avait jamais cru aux accords de Minsk. Alors, s'il nous en fait une comme ça tous les jours, on est bien parti. Ce qui est assez terrible, c'est qu'effectivement, l'ère du vide, c'est l'ère du tout communication politique. On voit bien que c'est ça qui l'a emporté. Visiblement, Emmanuel Macron joue la montre. Certains disent qu'il voudrait dissoudre après les Jeux Olympiques. Quel que soit le scénario politique, il s'agit de gagner du temps. Et on va avoir en même temps un monde qui change complètement. Est-ce que la France va en être totalement absente? À la semaine prochaine. N'oubliez jamais, pensez par vous-même. Et pour y arriver, suivez le courrier des stratèges. Toujours imiter, jamais égaler.